La plus grande menace n'est pas la haine, c'est son amour. Schopenhauer a vu ce que les hommes modernes refusent d'admettre, la plus grande menace pour votre avenir n'est pas une femme qui vous déteste, mais une femme qui vous transforme. Les esprits les plus brillants de l'histoire, de Nietzsche à Van Gogh, n'ont pas été ruinés par des ennemis, mais par des amantes qui ont lentement étouffé leur génie sous le poids de leur dévouement. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 6 types de femmes qui transforment les lions en chiens de salon et comment vous prémunir contre leur arme la plus dangereuse, la conviction qu'elle vous aide. À la fin, vous serez capable de faire la différence entre une femme qui soutient votre objectif et une autre qui le remplace discrètement par le sien. Car dans la bataille pour votre âme, les plus grandes défaites ne viennent pas du conflit, mais de la capitulation. Imaginez, 1823. Le jeune Franz Schubert, l'un des plus grands compositeurs de l'histoire, est assis, penché sur un piano, dans un appartement viennois faiblement éclairé. Ses doigts glissent sur les touches, faisant naître des mélodies qui survivront aux empires. Mais il y a un problème. Une femme, appelons-la Marie, est allongée sur le canapé derrière lui. Elle ne comprend pas sa musique. Elle se moque de son héritage. Mais elle se soucie de la façon dont sa renommée rejaillit sur elle, de la façon dont son salaire finance ses robes, de la façon dont son épuisement le rend plus docile à ses caprices. Schubert, comme tant d'hommes, ne voit pas le piège. Pas avant qu'il ne soit trop tard. Pas avant que les longues nuits passées à composer ne se transforment en disputes sur le fait qu'il travaille sans cesse. Pas avant que sa santé ne se détériore à cause du stress et de la pauvreté. Pas avant qu'il ne meure à 31 ans, laissant derrière lui des symphonies inachevées et une fortune gaspillée pour une femme qui est partie avant même que son corps ne soit froid. Schopenhauer voyait ce schéma partout. Il écrivait, les femmes sont directement adaptées pour jouer le rôle d'infirmières et d'éducatrices de notre enfance, précisément parce qu'elles sont elles-mêmes enfantines, frivoles et miopes. C'est peut-être dur, mais l'histoire lui donne raison. Voici comment fonctionne la censure. Elle ne vient pas avec une étiquette d'avertissement. Elle ne semble pas destructrice au premier abord. Au contraire, elle vous soutient. Trop même. Elle aime vos rêves, tant qu'ils ne la dérangent pas. Elle adore votre ambition, jusqu'à ce qu'elle vous oblige à faire des nuits blanches ou des sacrifices. Elle est votre plus grande fan jusqu'au moment où votre succès éclipse le sien. Et alors, tel un parasite sentant que son hôte s'affaiblit, elle passe à l'attaque. Voici comment ça se passe. Phase 1, l'accroche. Elle partage tes passions. J'adore que tu écrives un roman. Je vais peut-être me remettre à la peinture, moi aussi. Elle ne le fera pas. Phase 2, le changement. Tes objectifs deviennent nos objectifs, jusqu'à ce qu'ils soient soudainement considérés comme égoïstes. Pourquoi tu travailles autant? On ne te manque pas? Phase 3, le sabotage. Délais non respectés, distractions accidentelles, culpabilisation déguisée en inquiétude. Tu es toujours fatigué. Tu devrais peut-être démissionner. Schopenhauer ne se contentait pas de théoriser, il a vu cela se produire. Friedrich Nietzsche, un autre philosophe qui mettait en garde contre la féminité toxique, a été détruit par Lou Andreas Salomé, une femme qui l'a mené en bateau tout en se moquant de son travail dans son dos. Son effondrement mental a suivi peu après. Vincent Van Gogh, dont le frère Théo finançait l'art, a été saigné à blanc par une prostituée nommée Sien qui lui a pris son argent, son énergie, et ne lui a laissé qu'un studio vide et une syphilis. Le roi Henri VIII, même les rois n'étaient pas à l'abri. A mis à mal la stabilité de son empire pour Anne Boleyn, qu'il a trahi dès qu'elle a obtenu la couronne. Ce n'est pas de l'histoire ancienne. Cela arrive aujourd'hui même à des hommes qui ne le voient pas venir. Alors, comment repérer la sangsue avant qu'elle ne plante ses crocs? Premièrement, le test de l'ambition. Demandez-lui, quelle est la seule chose pour laquelle tu serais prête à tout sacrifier? Si elle ne peut pas répondre, ou si sa réponse est « toi », fuyez. Une femme qui n'a pas d'objectif personnel fera de votre objectif son otage. Deuxièmement, le contrôle du temps. Comptez le nombre d'heures que vous perdez pour « notre temps » par rapport au « temps de construction ». Si elle empiète sur vos heures de travail sous prétexte de renforcer votre relation, ce n'est pas une amante. C'est un fardeau. Troisièmement, le test de l'héritage. Imaginez-vous à 80 ans. Vous souviendrez-vous d'elle avec tendresse ou lui en voudrez-vous d'avoir effacé une partie de votre vie? La solution de Schopenhauer était radicale, évitez les femmes qui exigent votre avenir en échange de leur présence. Mais qu'en est-il des 5 autres archétypes toxiques?
Qu'en est-il de la femme qui ne vous épuise pas lentement, mais vous détruit d'un seul coup? Il existe une forme particulière de cruauté et de trahison. Ce n'est pas la chaleur d'une rage soudaine, mais la froide précision d'une lame glissée entre les côtes alors que vous saignez déjà. Schopenhauer considérait cette forme de malveillance comme propre aux femmes. Non pas parce que les femmes sont intrinsèquement mauvaises, mais parce que la société les forme à mener la guerre à mots couverts. Alors que les hommes se battent en duel au grand jour, les femmes sont conditionnées à frapper dans l'ombre. Et la plus dangereuse de toutes, la traîtresse. Elle ne vous affronte pas de front. Elle ne crie pas et ne jette pas d'assiette. Elle sourit. Elle hoche la tête. Elle vous dit que tout va bien. Et puis, lorsque la vie vous a déjà mis à genoux, lorsque votre entreprise fait faillite, lorsque votre père meurt, lorsque votre santé s'effondre, c'est là qu'elle choisit son moment. L'histoire se souvient de Lord Byron comme d'un poète romantique, d'un libertin, d'un homme qui a brûlé ses amantes et laissé des strophes dans son sillage. Ce qu'elle oublie, c'est comment sa femme, Annabella Milbank, l'a détruit. Au début, elle jouait le rôle de l'épouse dévouée. Elle louait son travail, soignait ses humeurs et le convainquait qu'elle était son refuge. Puis, lorsque ses dettes se sont accumulées et que sa réputation s'est effritée, elle a frappé. Elle l'a accusé de folie, de cruauté, de vice innommable. Elle ne s'est pas contentée de le quitter, elle s'est assurée que toute l'Angleterre se retourne contre lui. Byron, brisé et exilé, a écrit dans une lettre, « Le mensonge le plus cruel est celui qui est enveloppé de gentillesse. » C'est le coup de grâce caractéristique du traître. Voici les 3 étapes de sa trahison. Premièrement, l'illusion de la sécurité. Elle se positionne comme votre confidente. Elle écoute vos peurs, vos secrets, vos hontes. Plus la blessure que vous partagez est profonde, plus elle la serre fort, jusqu'à ce qu'elle s'approprie votre vulnérabilité. 2. La patience d'une araignée. Elle attend le moment idéal pour exploiter votre faiblesse. Pas quand vous êtes fort, pas quand vous pouvez riposter, mais quand vous êtes à 2 doigts de l'effondrement. 3. Le coup de couteau dans le dos. Son attaque n'est jamais directe. Elle divulgue vos secrets à vos amis. Elle porte de fausses accusations. Elle utilise votre propre douleur comme preuve de votre instabilité. Schopenhauer appelait cela la tyrannie des faibles. Une femme qui ne peut pas dominer physiquement un homme apprend à le briser socialement, émotionnellement, légalement. Nietzsche a écrit, « Quand vous regardez dans l'abîme vous regarde aussi. » La traîtresse est cet abîme. Elle vous étudie, vous apprend à connaître, devient le miroir de vos insécurités les plus profondes, puis les brise entre vos mains. Prenons le cas d'Oscar Wilde. Au sommet de sa gloire, Wilde était intouchable, un titan littéraire qui se moquait de la moralité victorienne à chaque épigramme pleine d'esprit. Puis vint Lord Alfred Douglas, son amant, et la mère de Douglas, la marquise de Queensberry. Elle ne s'est pas opposée directement à Wilde. Elle lui a laissé croire qu'il était en train de gagner. Puis, alors qu'il avait baissé sa garde, elle a utilisé la loi comme une arme contre lui. Wilde a été arrêté pour outrage aux bonnes mœurs, emprisonné et brisé. Il est mort en exil, sans le sou et abandonné. La traîtresse n'a pas besoin de force, elle a besoin d'une occasion. Vous ne la trouverez pas dans les livres d'histoire. Elle est dans vos messages privés en ce moment même. C'est la petite amie qui enregistre vos crises personnelles pour votre bien, puis les divulgue lorsque vous essayez de la quitter. C'est la femme qui demande une ordonnance restrictive le lendemain du jour où vous avez perdu votre emploi. C'est la collègue qui rit de vos blagues noires en privé, puis les rapporte aux ressources humaines lorsqu'elle veut votre promotion. Schopenhauer a lancé cette mise en garde, plus la vie d'un homme repose sur sa réputation, plus une femme a le pouvoir de le détruire. Et à l'ère numérique, la réputation est une monnaie d'échange. Voici comment la repérer avant qu'elle ne passe à l'action. Premièrement, le test secret. Partagez une petite vulnérabilité, une peur, une erreur passée. Si elle vous réconforte en renforçant subtilement cette insécurité, je ne te jugerai jamais pour ça, mais waouh, c'est grave, elle répertorie vos points faibles. 2. Le test de loyauté. Observez comment elle traite les personnes qui ne peuvent pas lui être utiles. Se moque-t-elle de ses amis dans leur dos? Abandonne-t-elle ses alliés dès qu'ils ont des problèmes? Une femme qui trahit les autres vous trahira aussi. 3. La simulation de crise. Imaginez que votre vie s'écroule, perte d'emploi, maladie, scandale. Maintenant, posez-vous la question, resterait-elle à vos côtés ou serait-elle la première à allumer la mèche?
La solution de Schopenhauer était brutale mais efficace, ne donnez jamais à une femme le pouvoir de vous détruire. Indépendance financière. Assurez-vous qu'aucune femme ne contrôle votre argent, vos biens ou votre statut juridique. Armure de réputation, construisez une vie où une seule accusation ne peut effacer des décennies de crédibilité. Détachement émotionnel, aimez, mais ne soyez jamais dépendant. Un homme qui a besoin de l'approbation d'une femme lui tend déjà le couteau. Mais que se passe-t-il si la menace n'est pas la trahison, mais quelque chose de bien plus insidieux? Que se passe-t-il si la femme la plus toxique de toutes est celle qui ne vous détruit pas, mais vous remplace? Il existe un vol plus intime que celui de l'argent, plus violent que celui des secrets, le vol de l'essence même d'un homme. Schopenhauer considérait ce crime comme typiquement féminin, la femme qui ne se contente pas d'entrer dans la vie d'un homme, mais qui la réécrit. Elle ne vous aime pas, elle aime ce qu'elle peut faire de vous. Et si vous résistez, elle effacera l'homme que vous étiez et installera une marionnette dans votre peau. L'histoire murmure le nom de ces femmes dans les ruines des grands hommes. Au XIXe siècle, à Paris, Auguste Rodin n'était pas encore le titan de la sculpture dont nous nous souvenons. C'était un artiste affamé, un homme dont les mains brûlaient d'envie de sculpter une passion brute dans la pierre. Puis vint Rose Beuret, sa maîtresse et sa muse. Au début, elle semblait dévouée, lui préparant ses repas, posant pour ses statues, lui murmurant des encouragements. Mais peu à peu, quelque chose de sinistre s'est installé. Les premières œuvres de Rodin étaient sauvages, primitives, vibrantes d'énergie masculine. Puis, sous l'influence de Rose, elles se sont adoucies, les contours se sont lissés, la fureur s'est apprivoisée. Au moment où il sculpta, le baiser, sa signature brute avait été polie pour devenir quelque chose d'agréable, de commercialisable. Rose ne l'avait pas seulement soutenu, elle l'avait modifié. Lorsque Camille Claudel, une autre amante et brillante sculptrice à part entière, tenta de ramener Rodin à son style authentique, Rose fit en sorte qu'elle soit internée. L'héritage de Rodin survécut, mais son âme avait été vidée de sa substance. C'est le chef-d'œuvre de l'imposteur, non pas briser un homme, mais le refaire. Premièrement, l'appât. Elle identifie votre besoin le plus profond et insatisfait, la validation, un but, l'appartenance, et se positionne comme la solution. Vous valez tellement plus que cela. Avec moi, vous serez enfin reconnu. Deuxièmement, le ciseau. Elle commence petit, cette chemise ne vous va pas, puis plus gros, tes amis te freinent. Puis sismique, tu serais plus heureux si tu abandonnais ta passion et trouvais un vrai travail. Troisièmement, la falsification. À la fin, votre ancienne vie vous semble être un brouillon abandonné. Votre style, vos loisirs, même votre façon de parler, tout porte son empreinte. Schopenhauer a écrit « Les femmes veulent être guidées, mais par un homme qui fait ce qu'elles veulent. » L'imposteur va plus loin, elle ne veut pas d'un leader, elle veut un projet. Friedrich Nietzsche, le philosophe qui mettait en garde contre la « volonté de puissance », a lui-même été démantelé par une imposteur, sa sœur, Élisabeth. Après son effondrement mental, Élisabeth a pris le contrôle des œuvres non publiées de Nietzsche. Elle ne s'est pas contentée de les éditer, elle les a réécrites, transformant sa philosophie antifasciste en propagande pour le parti nazi. L'homme qui s'était insurgé contre la mentalité grégaire est devenu, après sa mort, la mascotte de la tyrannie qu'il méprisait tant. C'est là que réside la véritable horreur de l'imposteur, elle ne se contente pas de vous changer, elle change la façon dont l'histoire se souvient de vous. Elle ne porte pas la cape d'un méchant, mais un pantalon de yoga et un sourire digne de Pinterest. C'est la petite amie qui vous aide à changer d'image jusqu'à ce que votre compte Instagram ressemble à celui de son ex. C'est la femme qui vous encourage à abandonner votre start-up pour un emploi dans une grande entreprise, le même emploi que celui de son père. C'est la muse qui prétend inspirer votre art, à condition que son visage figure sur chaque toile. Schopenhauer l'avait prévu, le plus grand talent d'une femme est de faire croire à un homme que ses idées sont les siennes. Voici comment la repérer avant de disparaître. Premièrement, le test de l'écho. Faites attention à la fréquence à laquelle elle dit « nous » au lieu de « vous ». Nous devrions déménager en banlieue. Nous devons nous habiller de manière plus mature. L'imposteur ne voit pas un partenaire, mais une matière première. 2. L'audit du passé. Regardez vos anciennes photos, vos anciens emails, vos anciens journaux intimes. Votre personnalité actuelle vous semble-t-elle être une évolution naturelle ou un implant étranger? 3. La jauge de résistance. Essayez de récupérer une partie de votre ancien moi que vous aviez abandonné, comme une opinion controversée ou un passe-temps enfantin.
Vous soutient-elle ou vous punit-elle par le silence, le sarcasme ou le sabotage? La solution de Schopenhauer était radicale, un homme doit garder dans son âme une pièce où aucune femme n'est autorisée, même en pensée. Le noyau intransigeant, définissez 3 traits non négociables qui font de vous ce que vous êtes. Ne les échangez jamais contre de l'affection. Le rituel d'isolement, passez régulièrement du temps seul dans un endroit qu'elle n'a pas choisi, un bar miteux, un sentier de randonnée, un garage. Renouez avec votre moi sans masque. Le réseau de l'ombre, entretenez les amitiés d'avant elle. Elles sont votre lien avec l'homme que vous étiez. Mais que faire si la menace n'est pas la transformation, mais l'obsession? Que faire si la femme la plus dangereuse n'est pas celle qui vous refait, mais celle qui vous consume? Certaines femmes ont en elles une soif que nul amour ne peut étancher, non pas parce qu'elles sont brisées, mais parce qu'elles sont insatiables. Schopenhauer considérait ce type de femme non seulement comme toxique, mais aussi comme cosmiquement dangereux, celle qui ne veut pas d'un partenaire, mais d'un sacrifice. Elle ne se reposera pas tant qu'elle n'aura pas englouti chaque once de votre temps, de votre énergie, de votre identité même dans son abîme. L'histoire se souvient de ces femmes non pas par leur nom, mais par les terres désolées qu'elles ont laissées derrière elles. En 1927, le brillant artiste surréaliste Salvador Dalí a rencontré sa muse, Gala. Au début, elle semblait être la partenaire idéale. Son intelligence féroce correspondait à sa créativité. Son ambition alimentait son travail. Mais au fil des années, quelque chose de monstrueux s'est révélé. Gala n'a pas seulement inspiré l'art de Dalí, elle l'a consumé. Elle est devenue son unique public, sa gardienne, sa destructrice. Les premières œuvres de Dalí débordaient d'originalité, avec des paysages oniriques qui déformaient la réalité elle-même. Mais sous l'influence de Gala, son art est devenu une usine, produisant à la chaîne des imitations répétitives et commercialisées de son ancien génie. Pourquoi? Parce que Gala exigeait le luxe, et que les œuvres authentiques de Dalí ne suffisaient plus à le financer. Elle l'a isolé des autres artistes, l'a interdit d'exposition dont elle ne tirait aucun profit et l'a transformé en une caricature de lui-même, tout en dépensant sa fortune dans des châteaux, des fêtes et des maîtresses plus jeunes. À sa mort, Dalí n'était plus qu'une coquille vide, peignant des toiles vierges pour de l'argent, tandis que le fantôme de Gala continuait de dicter chacun de ses gestes. C'est la marque de fabrique du vide, il ne se contente pas de prendre, il remplace votre vie par sa propre fin. Premièrement, l'hameçon. Elle reflète vos passions avec une précision terrifiante. Vous êtes écrivain? J'ai toujours voulu aider quelqu'un à terminer son roman. Ce n'est pas vrai. Deuxièmement, l'enchevêtrement. Peu à peu, vos loisirs deviennent les siens. Vos amis deviennent les siens. Votre argent finance son mode de vie. Toute résistance est accueillie par un sentiment de culpabilité. Après tout ce que j'ai fait pour votre art, vous ne me laissez même pas gérer vos finances. Troisièmement, l'érosion. Un jour, vous vous réveillez et vous réalisez que vous n'avez plus d'identité. Vous n'êtes plus qu'une extension d'elle-même. Vos rêves doivent être approuvés par elle. Votre temps est réparti par elle. Votre voix est réduite au silence par elle. Schopenhauer avait prévenu, les femmes confondent la possession avec l'amour, et la consommation avec le dévouement. Le vide n'attaque pas comme un prédateur, il infeste comme un parasite. Ernest Hemingway, archétype de la masculinité rude, a été détruit par une telle femme, sa 4e épouse, Mary Welsh. Au début, elle jouait le rôle de l'éditrice dévouée, l'aidant à peaufiner son travail. Mais avec le temps, ses suggestions sont devenues des exigences. Elle a supprimé des chapitres entiers de ses manuscrits, réécrit des fins à son goût et l'a isolé de ses pairs qui critiquaient son influence. Au moment où Hemingway a mis un fusil dans sa bouche, sa prose autrefois épurée était devenue un fouillis pompeux et décousu, à l'image de son psychisme. Le vide n'a pas besoin de vous briser physiquement, il vous dissout de l'intérieur. Il ne s'annonce pas par un cri, mais par un murmure. C'est la petite amie qui veut juste vous aider, en prenant le contrôle de votre emploi du temps jusqu'à ce que vous réalisiez que vous n'avez pas vu vos amis depuis des mois. C'est l'épouse qui insiste pour avoir un compte joint, puis le vide en faisant des achats compulsifs tout en vous traitant de tyran parce que vous lui posez des questions. C'est la muse qui exige d'avoir accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à votre processus créatif, puis qui intente des procès en prétendant être co-auteur de votre œuvre. Schopenhauer l'avait prévu, l'amour d'une femme n'est souvent que l'amour de la possession déguisée. Voici comment la repérer avant de disparaître. Premièrement, le test du calendrier. Évaluez le temps que vous consacrez à ces priorités par rapport à celles qui vous sont propres.
Si chaque heure libre est accaparée par ces « urgences », vous n'êtes pas dans une relation. Vous êtes exploité. 2. L'audit des ressources. Dressez la liste de l'argent, de l'énergie et des opportunités que vous avez investies en elle par rapport à vous-même. Si la balance penche fortement en sa faveur, ce n'est pas une partenaire, c'est un fardeau. 3. L'expérience du silence. Passez une semaine à refuser de répondre à ses demandes mineures. Si elle réagit avec colère, culpabilité ou une crise artificielle, vous n'avez pas affaire à de l'amour, mais à des symptômes de sevrage. La solution de Schopenhauer était impitoyable, aucun homme ne peut remplir une coupe sans fond. Et aucune femme qui exige d'être remplie ne vaut une seule goutte. Le périmètre de fer. Définissez des limites immuables en matière de temps, d'argent et de contrôle créatif, et appliquez-les sans excuse. Le test d'isolement, déconnectez-vous régulièrement pour retrouver votre autonomie. Si elle vous punit pour cela, ce n'est pas une amante, c'est une geôlière. La perspective de l'héritage, demandez-vous, si je mourais aujourd'hui, ma pierre tombale porterait-elle l'inscription « Partenaire bien-aimé de X » ou le nom de ce que j'ai construit? Mais que se passe-t-il si le danger n'est pas la consommation, mais la contagion? Que se passe-t-il si la femme la plus toxique n'est pas celle qui vous épuise, mais celle qui vous infecte? Il existe une damnation particulière réservée aux hommes qui confondent l'euphorie avec l'amour, la lente et douce paralysie d'un esprit drogué par sa propre dopamine. Schopenhauer reconnaissait cet archétype comme le plus insidieux de tous, la femme qui ne conquiert pas par la force, mais par les sensations. Elle utilise le plaisir comme une arme, imprégnant chaque baiser d'un poison qui érode votre volonté, votre jugement et, finalement, votre âme. Les plus grands esprits de l'histoire se sont échoués sur ces rivages. Dans la France du XVIIIe siècle, le marquis de Sade n'était pas seulement un libertin, c'était un philosophe du désir, un homme qui cherchait à exposer les rouages bruts du plaisir humain. Mais même lui a été surpassé par Madame de Sanon, une noble dont les salons étaient légendaires. Elle ne se contentait pas de séduire les hommes, elle les reprogrammait. Au début, son univers était enivrant, un brouillard de vin opiacé, des débauches chuchotées et le frisson d'être choisi par la femme la plus dangereuse de Paris. Mais ceux qui restaient trop longtemps remarquaient quelque chose d'horrible, leur capacité à éprouver des joies ordinaires s'étiolait. La nourriture perdait tout son goût sans ses épices. La musique semblait vide sans l'ambiance de sa fumerie d'opium. Même leur passion passée, les livres, l'art, la philosophie, semblaient enfantines comparées à l'électricité de son univers. Lorsque de Sade comprit le piège, il était déjà prisonnier de son propre cerveau reprogrammé, à la recherche de sa prochaine dose, même si elle le ruinait. C'est là tout le génie de la sirène, elle n'asservit pas votre corps, elle détourne votre système de récompense. Premièrement, l'appât. Elle offre un plaisir si parfaitement adapté à vos désirs secrets qu'il semble être une fatalité. Vous ne vous êtes jamais senti vraiment vivant? Laissez-moi vous montrer. Deuxièmement, l'hameçon. Elle s'associe à des états d'extase intense, que ce soit par le sexe, la drogue ou l'adrénaline, jusqu'à ce que votre cerveau l'assimile à la félicité même. Troisièmement, la pourriture. La vie normale devient insupportable. Vos amis vous semblent ennuyeux, votre travail vous paraît dénué de sens. Ce n'est qu'en sa présence que vous vous sentez réel, et vous abandonnez donc tout pour une nouvelle dose. Schopenhauer a lancé cette mise en garde, le plaisir est l'appât, mais l'hameçon, c'est l'âme. La sirène n'a pas besoin d'être belle, elle doit seulement être puissante. Lord Byron, le poète qui méprisait les mœurs de la société, a trouvé son égale en Lady Caroline Lamb, une femme qui ne l'a pas séduit par sa beauté, mais par le chaos. Leur liaison fut un tourbillon de promenades à cheval au milieu de la nuit, de scandales publics et de mises en scène quasi suicidaires. Lorsque Byron tenta de la quitter, elle lui envoya des lettres écrites avec son propre sang. Bientôt, même sa poésie, autrefois acérée et satirique, devint un fouillis fiévreux d'obsession et de dégoût de soi. Lorsque Lamb en eut fini avec lui, Byron quitta définitivement l'Angleterre, écrivant « Elle a transformé mon esprit en un spectacle de monstres de foire et m'a fait payer l'entrée à ma propre folie. » La sirène ne brise pas les hommes, elle les dépouille de leur virilité. Elle ne vit pas dans un roman gothique, elle est dans votre salle de sport, dans vos messages privés, dans votre centre de bien-être. C'est la fille qui vous initie à la cocaïne, juste pour le plaisir, puis contrôle votre approvisionnement. C'est la guérisseuse tantrique qui brouille les frontières professionnelles jusqu'à ce que vous payiez 500 $ de l'heure pour des alignements énergétiques. C'est la muse polyamoureuse qui vous demande de désapprendre la jalousie tout en monopolisant votre bande passante émotionnelle.
Schopenhauer l'avait prévu, le plus grand pouvoir d'une femme n'est pas de refuser le plaisir, mais de le rationner. Voici comment la repérer avant de tomber sous son charme. Premièrement, le test du sevrage. Passez un mois sans elle. Vous sentez-vous l'esprit clair ou vide? Si son absence vous donne l'impression d'être en cure de désintoxication, vous n'êtes pas amoureux, vous êtes accro. Deuxièmement, l'audit des coûts. Dressez la liste de ce que vous avez sacrifié pour votre relation, santé, argent, amitié. Maintenant, posez-vous la question suivante, ferait-elle la même chose? Troisièmement, le plaisir de l'ombre. Explorez vos vices sans elle. Si vous ne vous amusez vraiment que lorsqu'elle est là pour vous divertir, ce n'est pas une partenaire, c'est une dealer. La solution de Schopenhauer était clinique, pour affamer un parasite, il faut d'abord cesser de le nourrir. Le jeûne de dopamine, réinitialisez votre cerveau en passant 90 jours sans contact, sans fantasme, sans substitut. L'inventaire du plaisir, réapprenez à profiter d'expériences sans intermédiaire, un livre, une séance de sport, un lever de soleil. Sans elle comme intermédiaire. Le protocole du témoin, confessez votre addiction à un ami masculin qui a survécu à sa propre sirène. La honte meurt à la lumière du soleil. Mais que se passe-t-il si le danger n'est pas le plaisir, mais la perfection? Que se passe-t-il si la femme la plus toxique n'est pas celle qui vous enivre, mais celle qui remplace Dieu? Il existe un enfer spécial réservé aux hommes qui confondent amour et dévotion. Non pas le tourment ardent de la passion, mais le vide froid et étouffant d'un sanctuaire. Schopenhauer reconnaissait cet archétype comme le plus dangereux spirituellement, la femme qui ne veut pas d'un partenaire, mais d'une congrégation. Elle ne sera satisfaite que lorsque vos genoux seront calleux à force de vous agenouiller, que votre voix sera rauque à force de prier, que votre identité même sera dissoute dans la cible de son droit divin. Les hommes les plus puissants de l'histoire se sont effondrés devant ces déesses autoproclamées. Dans le Berlin des années 1920, le légendaire psychologue Carl Jung se retrouva pris au piège d'une femme qui n'était ni une amante ni une muse, mais quelque chose de bien plus dangereux. Toni Wolff était brillante, et énigmatique et profondément convaincue de sa propre importance cosmique. Au début, Jung était fasciné par ses connaissances en mythologie et en inconscient. Mais rapidement, leur partenariat intellectuel s'est transformé en quelque chose de plus sombre. Wolff a commencé à se positionner non seulement comme la collaboratrice de Jung, mais aussi comme son oracle. Elle interprétait ses rêves avec une autorité incontestable. Elle lui dictait quel patient il devait traiter et quelle théorie il devait abandonner. Lorsque Jung résistait, elle utilisait sa propre philosophie contre lui, si tu crois vraiment en l'anima, tu dois te soumettre à sa sagesse. Ma sagesse. Lorsque Jung parvint enfin à se libérer, l'œuvre de sa vie était truffée de ces modifications, et sa réputation était désormais indissolublement liée à son culte. C'est là le chef-d'œuvre de l'idole, elle n'exige pas seulement la loyauté, elle réécrit votre théologie. Premièrement, la révélation. Elle se présente comme une personne particulièrement éclairée. Chacune de ses opinions est présentée comme une prophétie. La plupart des gens ne comprendraient pas cela, mais vous êtes différent. Deuxièmement, le pacte. Elle établit des rituels, vérifications hebdomadaires, partage obligatoire des journaux intimes, punition pour manque de respect. Votre relation devient une religion. Troisièmement, l'inquisition. Toute dissidence est une hérésie. Vous remettez en question son jugement? Vous êtes bloqué spirituellement. Vous donnez la priorité à votre travail? Vous trahissez la féminité divine. Schopenhauer l'avait prévu, les femmes qui ne peuvent pas être des déesses deviennent des tyrans. L'idole n'a pas besoin de beauté ni de charme, elle a besoin de certitude. Friedrich Nietzsche, le philosophe qui a proclamé « Dieu est mort », a passé ses dernières années comme un exemple vivant à ne pas suivre. Lou Salomé, une femme qu'il espérait autrefois guider, est devenue sa déesse personnelle. Elle critiquait ses manuscrits comme s'il s'agissait d'écritures saintes, rejetait ses amitiés comme des influences impures et le convainquait que ses plus grandes œuvres n'étaient que des brouillons qu'elle devait peaufiner. Lorsque Nietzsche osa protester, elle l'exila de son cercle avec la fermeté d'un pape prononçant une excommunication. Son effondrement mental qui s'ensuivit n'était pas une coïncidence, c'était le résultat inévitable d'un esprit qui avait renoncé à sa souveraineté. L'idole ne brise pas les hommes, elle les consacre, puis les brûle en offrande. Elle ne porte pas de robe dorée, elle porte des vêtements de sport et se présente comme coach spirituel. C'est la petite amie qui insiste pour que vous assistiez à ses ateliers sur l'énergie féminine, à $200 par mois, sous peine de risquer un déséquilibre karmique.
C'est l'épouse qui recadre chaque dispute comme un test de votre dévouement à l'union divine. C'est la gourou des âmes sœurs qui prétend que vos revers professionnels sont une punition de l'univers pour avoir douté de notre connexion. Schopenhauer a averti, aucun homme n'est vraiment esclave tant qu'il ne confond pas ses chaînes avec des fils sacrés. Voici comment la repérer avant de vous laisser séduire. Premièrement, le test de l'hérésie. Contradisez-la délibérément sur un détail. Si elle réagit avec déception plutôt qu'avec curiosité, vous avez affaire à un dogme, pas à une personne. Deuxièmement, l'audit du pouvoir. Comptez le nombre de fois où vous lui demandez conseil par rapport au nombre de décisions que vous prenez seul. Si elle contrôle votre coupe de cheveux, votre alimentation et vos relations amicales, vous n'êtes pas dans une relation amoureuse. Vous êtes dans une théocratie. Troisièmement, le scénario de l'apostasie. Imaginez que vous partez. Cette idée vous provoque-t-elle une angoisse existentielle? Si oui, elle ne vous a pas seulement volé votre cœur, elle a remplacé votre âme. La solution de Schopenhauer était blasphématoire, la seule façon de détrôner un faux dieu est de pisser sur l'autel. Le rituel de profanation, enfreignez délibérément ces règles sacrées et ne vous présentez pas à un contrôle, portez une tenue inappropriée, flirtez avec une autre femme. Sa rage révélera la mortelle qui se cache sous la déesse. L'ancrage dans la réalité, renouez avec des amis qui vous connaissaient avant elle. Ils sont la preuve vivante que vous existiez autrefois en dehors de son récit. La prescription nietzschéenne, rédigez votre propre anti-berger, une liste de toutes les croyances qu'elle vous a inculquées, puis réfutez-les systématiquement une à une. Si cette vidéo vous semble pertinente, tapez « souveraineté » dans les commentaires ci-dessous, car c'est là que nous révélons le test final, celui auquel la plupart des hommes échouent, non pas dans la bataille, mais dans la victoire. Il arrive un moment dans la vie de chaque homme où les écailles tombent de ses yeux, non pas avec le doux frémissement d'une révélation, mais avec la déchirure viscérale de la chair qui se libère des crochets. Schopenhauer a compris ce moment mieux que tout autre philosophe avant ou après lui. C'est l'instant où un homme réalise qu'il n'a pas seulement été blessé, mais alchimisé. Sa douleur s'est transformée en son pouvoir, sa souffrance s'est transformée en son récit, son essence même s'est distillée en un récit édifiant pour la prochaine âme malchanceuse qui croisera son chemin. Mais ce n'est pas la fin. C'est là que vous recommencez. En 1914, le peintre autrichien Egon Schiele a été arrêté pour obscénité. Son crime, avoir dessiné des nus jugés trop crus, trop réels, trop bruts pour être exposés au public. Le procès l'a brisé, financièrement, socialement, créativement. Pourtant, dans cette épreuve, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dépouillé de ses mécènes, de sa réputation et des attributs du succès, Schiele a commencé à produire les œuvres les plus brutalement honnêtes de sa carrière. Des portraits qui ne flattaient pas, ne séduisaient pas, ne jouaient pas la comédie. Ils étaient simplement là. À sa mort, à l'âge de 28 ans, pendant la pandémie de grippe espagnole, il avait accompli ce que peu d'artistes ont jamais fait, il avait cessé de peindre pour quiconque d'autre que lui-même. Voici votre plan d'action. Premièrement, l'amputation. Identifiez tous les aspects de votre vie qui sont encore liés à elle. Les amis qui vous donnent des nouvelles. Les habitudes que vous avez prises pour lui faire plaisir. Même la musique que vous ne pouvez écouter sans que son fantôme vous hante. Coupez tout cela. Non pas avec colère, mais avec la précision clinique d'un chirurgien qui retire de la chair nécrosée. 2. Le jeûne. Pendant 90 jours, abstenez-vous de tout contact romantique. Pas seulement avec les femmes, mais avec l'idée même des femmes. Pas d'application de rencontre, pas de fantasme, pas de simple coup d'œil sur ces réseaux sociaux. C'est une cure de désintoxication pour votre âme. 3. La réforme. Reconstruisez votre monde autour d'un principe non négociable, je n'échangerai plus jamais ma souveraineté contre de l'affection. Schopenhauer a écrit, les 40 premières années de la vie nous donnent le texte. Les 30 suivantes fournissent le commentaire. Mais pour les hommes qui ont survécu à des femmes toxiques, il n'y a pas de commentaire, seulement une terre brûlée et la possibilité d'écrire quelque chose d'entièrement nouveau. L'histoire est jonchée des épaves d'hommes qui ont failli s'échapper. Lord Byron a fui l'Angleterre après ces scandales, pour finalement laisser la comtesse Guiccioli transformer son exil italien en une autre cage dorée. F. Scott Fitzgerald a retrouvé la sobriété après l'internement de Zelda, mais a tout de même passé ses dernières années à écrire des lettres à ses médecins pour leur demander des nouvelles. Même Schopenhauer lui-même, malgré tout son génie, revenait sans cesse aux lettres de sa mère comme une langue sondant une dent pourrie. Le piège n'est pas l'amour.
c'est l'addiction à la résolution, le besoin compulsif de réparer l'histoire, d'avoir le dernier mot, de lui faire comprendre ce qu'elle vous a fait. Mais voici la vérité qu'elle n'admettra jamais, elle a parfaitement compris. C'était le but. La femme toxique ne vit pas seulement dans votre passé, elle le conserve précieusement. Chaque fois que vous repassez cette dispute en boucle, en vous demandant comment vous auriez pu mieux formuler vos propos, elle gagne. Chaque fois que vous traquez ses réseaux sociaux, en analysant ses nouveaux passe-temps à la recherche d'indices, elle gagne. Chaque fois que vous vous défendez auprès d'amis communs, en les suppliant de comprendre, elle gagne. Schopenhauer l'a vu avec une lucidité effrayante, les femmes se souviennent de ce que les hommes souhaitent oublier, et oublient ce dont les hommes ont besoin de se souvenir. Briser le cycle, la purge de la mémoire. Premièrement, les preuves matérielles. Brûlez les lettres. Supprimez les photos. Vendez les bijoux. Si cela porte son empreinte, détruisez-le. Deuxièmement, la récupération mentale. La prochaine fois qu'un souvenir refait surface, jouez-le jusqu'au bout, la manipulation qui l'a précédé, les conséquences qui ont suivi. Le contexte est l'antidote à la nostalgie. Troisièmement, se préparer pour l'avenir. Lorsque vous vous surprenez à imaginer sa réaction à votre succès, pensez immédiatement à quelqu'un qui compte vraiment, votre jeune moi, un mentor, l'homme que vous êtes en train de devenir. En 1942, alors que les bombes nazies pleuvaient sur Londres, le psychiatre Viktor Frankl fit une observation effrayante, les prisonniers qui liaient leur survie à des facteurs externes, la promesse d'une épouse, la loyauté d'un ami, s'effondraient lorsque ces liens étaient rompus. Mais ceux qui cultivaient une forteresse intérieure, un sens inébranlable du devoir qu'aucun camp ne pouvait ébranler, en sortaient souvent vivants. Vous vous trouvez actuellement dans un tel camp. Voici comment construire votre forteresse. Premièrement, la vérité fondamentale. Définissez la seule chose qu'aucune femme ne pourra jamais vous enlever, votre curiosité, votre talent, votre résilience. C'est votre sanctuaire. Deuxièmement, le rituel quotidien. Consacrez une heure ininterrompue chaque matin à renforcer cette vérité, écrivez, faites de la musculation, programmez, faites tout ce qui vous rend plus vous-même. 3. Le test du siège. Lorsque la tentation se présente, et elle se présentera, demandez-vous, est-ce que cela élargit ma citadelle ou lui offre une clé? La version de Schopenhauer était plus sombre, mais non moins vraie, la volonté d'un homme est la seule propriété qu'aucun voleur ne peut lui dérober, à moins qu'il ne la lui cède de son plein gré. Après des années passées à étudier les femmes toxiques, de la sangsue qui vous vide de votre énergie à l'idole qui exige d'être adorée, la révélation ultime est la suivante. Elles ne sont pas l'exception. Elles sont la règle. Non pas parce que toutes les femmes sont toxiques, mais parce que toutes les relations peuvent devenir toxiques lorsqu'une des parties confond besoin et amour. Les 6 archétypes que nous avons disséqués ne sont que des variations sur ce thème, différentes saveurs d'un même poison. Votre salut ne réside pas dans la recherche d'une femme non toxique, mais dans le fait de devenir le genre d'homme pour qui la toxicité n'a aucune importance. La sangsue? Vous êtes financièrement et émotionnellement autonome. La traîtresse? Votre réputation repose sur vos actes, pas sur vos paroles. La sirène? Vous maîtrisez votre propre dopamine. L'idole? Vous ne vous inclinez devant personne. Voici la leçon que Schopenhauer nous a enseignée, la seule façon de gagner est de refuser de jouer. Alors, tournez la page. Enterrez les preuves. Laissez l'histoire la juger ou l'absoudre. Cela ne vous concerne plus. Vous avez enfin les mains libres. Maintenant, allez construire quelque chose qui ne pourra pas vous être enlevé.